Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine avec 4 intervenants qui vont exprimer des opinions, de préférences divergentes, mais ici la liberté est totale, donc nous n'en savons rien. Avant d'avoir découvert leur point de vue sur 4 sujets que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Nous allons commencer bien sûr par ce feuilleton qui s'annonce à rebondissement, celui de la grève à la SNCF. Ça repartira dimanche prochain. Hier, les syndicats ont passé 7 heures chez la ministre des Transports, apparemment en pure perte. Alors, est-ce que les syndicats ont tort de s'enfermer? Doivent-ils reculer? Nous nous poserons la question. Nous parlerons aussi de terrorisme. Le Figaro a publié ce matin un sondage qui indique que les Français sont inquiets, qu'ils ont de moins en moins confiance dans le gouvernement pour assurer leur sécurité. Est-ce que c'est une forme de fatalisme ou bien est-ce que c'est parce que le gouvernement n'en fait pas suffisamment, le gouvernement et le président de la République? Nous en parlerons. Nous traverserons aussi l'Atlantique alors que Donald Trump a fait mouvement pour mettre des unités de la garde nationale à la frontière avec le Mexique en attendant la construction du mur promis pendant la campagne présidentielle. Donald Trump a-t-il raison de se montrer aussi ferme face à cette immigration en provenance du Mexique? Nous nous interrogerons aussi sur ce sujet et sur un quatrième, le scandale Facebook qui n'en finit pas. Vous savez, on a appris que c'était 87 millions et non pas 50 millions de comptes qui avaient été piratés dans le scandale Cambridge Analytics. Mark Zuckerberg n'en finit pas de s'excuser, mais est-ce que ça suffit? Et puis, est-ce qu'il faut fermer nos pages Facebook? Eh bien, on se posera la question avec 4 invités que je remercie d'être là ce soir. Bonsoir, Lucille Schmid. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de la Fondation verte européenne. Entre autres travaux, vous avez coordonné le grand dossier de la revue Esprit consacré au monde de l'écologie. Dossier qui est toujours, revue plus exactement, qui est toujours en vente dans les bonnes librairies. Bonsoir, Benjamin Grange. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting et directeur général de Dentsu Aegis France. Vous scrutez notamment les réseaux sociaux, le monde du numérique et tous ces univers étranges que nous ne connaissons pas toujours bien. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume Roquette. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir, c'est publié chez Desclés de Brouwer et Hervé Nathan est avec nous aussi. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne et en une de Marianne ce week-end, Big Brother, il est là, il est déjà chez vous et ça tombe bien puisqu'on va en parler avec Facebook. Mais on n'en parle pas tout de suite, on commence par parler de l'actualité qui préoccupe évidemment le plus les Français, la grève à la SNCF. Je le disais, hier, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a reçu pendant 7 heures les syndicats, apparemment en pure perte, mais la ministre continue de penser que se parler, c'est bien. Écoutez-la, elle était ce matin chez nos confrères de France Info. C'est plus utile pour défendre les cheminots de passer des journées à discuter que d'appeler à une grève qui est pénalisante pour les usagers. Oui. Moi, j'avance, je fais des avancées, je note que la posture des syndicats ne change pas. Alors, effectivement, la position des syndicats ne change pas. Pourtant, le gouvernement veut continuer à discuter. Oui, parce que c'est utile de discuter. En tout cas, c'est ce qu'affirme Benjamin Griveaux. C'est le porte-parole du gouvernement. C'est aussi un proche d'Emmanuel Macron. Et il l'a dit et répété, c'était ce matin chez nos confrères de RTL. Ce qu'il est important, d'abord, c'est de travailler à discuter et à pouvoir faire avancer les sujets. Ça a été le cas hier, il y a eu des discussions longues qui se sont tenues. On a pu inscrire la semaine dernière et déposer le gouvernement. Permettez-moi, vous pouvez être... les syndicats sont sortis en disant 5 heures de discussion. Un syndicat est sorti en disant cela. On ne peut pas sortir de 7 heures de discussion sans que rien n'ait avancé. Alors, petite information à caractère personnel, il se trouve que je suivais Benjamin Griveaux dans le studio de RTL ce matin. Je peux vous dire que c'était assez tendu. Mais de toute évidence, le gouvernement n'a aucune envie de reculer. Du coup, Hervé Nathan, on peut se poser la question, est-ce que les syndicats font bien de persévérer dans leur fermeté à ne pas vouloir céder? Eh ben, il faut bien que quelqu'un dise oui. Donc ça va être moi et je vais vous dire pourquoi. Si vous le pensez. Parce que vous souhaitez des avis divergents. Donc je vais vous dire oui, en tout cas tant qu'ils sont unis. Parce que ce qui pose problème au gouvernement, et ça on verra quand on discutera, qu'on essaiera d'interpréter les mouvements d'opinion, ce qui pose problème au gouvernement, et ce qui rend peu crédible la position de M. Griveaux ce matin sur RTL, c'est qu'il a bien du mal à expliquer pourquoi le principal syndicat, l'UNSA, qui est le syndicat le plus réformiste, qui représente les cadres et qui est tout disposé à arrêter à sortir du conflit, est sorti de la réunion en disant, c'est son principal leader, à sortir en disant, même avec un accent assez prononcé, même nous, on n'a rien eu.
Quand il a dit même nous, on n'a rien eu, ça veut dire, évidemment, vous imaginez, c'était il est plus encore plus coulant que la CFDT, on va dire, en tout cas sans doute plus prêt à avoir une vraie négociation, et il dit même nous, on n'a rien eu. Et ça, c'est très compliqué pour le gouvernement après de dire les syndicats restent campés sur la position parce que les Français, ils ne sont pas fous, ils savent bien qu'il y a des divergences profondes entre l'UNSA, la CFDT, la CGT et Sud. Qu'évidemment, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'arrive pas à mettre un coin entre ces deux tendances qui sont quasiment irréconciliables maintenant dans le syndicalisme français. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'ils restent unis ? Qu'est-ce que fait ou ne fait pas le gouvernement pour qu'ils restent unis ? Il fait ce que Mme Borne a fait la dernière fois à la réunion. Elle dit moi je vois plus où est le problème. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois qu'elle a fait une prestation à la radio. Évidemment, les syndicats ont dit on va lui montrer où est le problème à Mme Borne. Voilà. En même temps, Lucie Schmitt, c'est assez normal que les syndicats restent unis parce qu'il n'y a rien à négocier. Dès lors que le gouvernement dit il faut sortir du statut des cheminots pour ceux qui seront embauchés après, il faut ouvrir à la concurrence, et les syndicats ne veulent pas. Donc le dialogue de sourds, il peut continuer longtemps comme ça, non ? Non, moi, ce que je pense qui est intéressant par rapport à d'autres débats qu'on a eus sur ce sujet, c'est qu'apparaît aujourd'hui un discours des syndicats pour parler du fait qu'ils sont attachés à la SNCF et ils sont attachés au fait que la SNCF fonctionne mieux. Et je ne crois pas que c'est seulement un discours tenu par les syndicats parce qu'ils veulent faire de la communication. Je pense qu'il y a, dans la réalité de ce que vient de dire Hervé Nathan, il y a des syndicats qui ont des postures très différentes. Et dire les syndicats, d'ailleurs, ça serait sans doute trop simple. Et le gouvernement voulait isoler la CGT cheminot par rapport aux autres syndicats en se disant il y a des syndicats réformistes et puis il y a la CGT cheminot. Et là, ils ont réussi le contraire parce que le sujet, c'est quand on voit Elisabeth Borne, elle dit on discute 6 heures, mais ils discutent et en même temps, il y a la question des ordonnances et il y a le Parlement où de toute façon, la République En Marche fera passer tout ce que veut le président Macron et tout ce que veut le gouvernement. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il y a de négociation ou est-ce qu'il y a une discussion qui est destinée en fait à gagner du temps pour le gouvernement de façon à ce que les usagers en aient marre de la grève et au fond mettent tout sur le dos des syndicats. Je crois qu'il y a un jeu de poker menteur avec ça. Donc on discute mais en fait on ne fait rien. Et ce qui est très intéressant par exemple c'est que sur la question, le gouvernement dit qu'il a avancé sur la question de la dette en disant on est prêt à reprendre la dette. Il n'évoque aucune solution précise, il dit juste sur le principe on serait prêt, mais il faut que les syndicats renoncent pour qu'on soit prêt. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, et donc il y a quelque chose qui au fond relève du poker menteur, le gouvernement ne propose rien et en quelque sorte veut essayer de paralyser les syndicats et de jouer la montre pour que les usagers se retournent contre les syndicats. Mais les usagers, moi je prends le pari, pourraient se retourner contre le gouvernement en comprenant qu'au fond il y a aussi un attachement des syndicats à un meilleur fonctionnement de la SNCF, mais sur d'autres bases. Je crois que je l'avais déjà dit ici, excusez-moi de me répéter, mais il y a ce contre-rapport qui a été préparé par la CGT. Alors quand on dit ça, on imagine que c'est un contre-rapport terrible qui dit il faut rester où on est, etc. Il faut rien changer. Il y a changé. En fait, il dit des choses assez intéressantes, notamment sur le choix qu'il faut faire sur le rail par rapport à la route. Il parle du fret et pas seulement des voyageurs. Donc quelque part, les syndicats pourraient reprendre la main en dessinant une autre perspective. Et moi, je pense que c'est ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Alors, chers amis internautes, j'ai oublié l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous, bien sûr. Vous pouvez nous donner votre avis sur Figaro Live et avec le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez commencé à faire. Heureusement, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Pierre nous dit laissez faire la concurrence, tout simplement, tout comme les tarifs électriques après tout. Alors que Madeleine nous dit non, les syndicats ne doivent pas reculer, c'est l'avenir des services publics qui est en jeu. Et enfin, on laisse la parole à Georges. Fêtons mai 68 comme il se doit. On ne sait pas comment Georges veut fêter mai 68, mais en tout cas, ils veulent faire. Guillaume Bernard, je ne sais pas si vous aussi, vous célébrez mai 68. En tout cas, vous avez l'air d'accord avec Lucille Schmid. Je partage une partie de l'analyse, absolument. Il me semble qu'on peut tout de même émettre l'hypothèse, et considérer qu'elle est vraisemblable, que le gouvernement, en fait, n'a pas du tout l'intention de négocier. Et qu'en laissant pourrir la situation, en laissant la grève perlée se développer, en laissant effectivement un certain nombre d'étudiants bloquer les facultés, eh bien, il les laisse jouer, on en a parlé, à mai 68 ou à un mini mai 68, pour laisser pourrir la situation et pour qu'ensuite, eh bien, le président Macron puisse arriver comme un recours, comme un sauveur. Ce serait bien ira-t-il jusqu'à la dissolution et ensuite le référendum? Je ne suis pas tout à fait certain qu'il y aille de son intérêt. Mais enfin, en tout cas, je crois sincèrement que, objectivement, le gouvernement
s'il veut avoir une crédibilité, encore une fois, je ne dis pas ça parce que j'approuve la réforme, mais s'il veut avoir une crédibilité, il faut qu'il aille au bout de sa réforme. Parce que sinon, évidemment, le macronisme, la grande coalition droite libérale, gauche libérale qu'il a réussi à constituer, ça serait d'une certaine manière le dernier soubresaut du système, entre guillemets, avant que les forces radicales ne s'emparent du pouvoir. Et donc, par conséquent, je crois qu'il est tenu d'aller jusqu'au bout de ces réformes s'il ne veut pas, effectivement, que, il y ait une transformation politique plus radicale. Là où, en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, me semble-t-il tout de même, il est quand même difficile de tenir le discours selon lequel les syndicats, en bloquant le service public, défendent le service public. Et en particulier lorsqu'ils handicapent les personnes les plus faibles, les plus pauvres, celles qui ont besoin, dans la France périphérique, de ces moyens de transport parce qu'ils n'ont pas, dans une famille, plusieurs automobiles, par exemple, et qu'ils sont donc extrêmement handicapés pour pouvoir se rendre au travail. Donc là, je crois que, évidemment, il y a une incohérence, me semble-t-il, dans leur discours. Peut-être pourrait-il tout simplement, sans attendre que l'exécutif ne fasse jouer le droit de réquisition, eux-mêmes assurer le service public minimum. Alors là, ils se mettraient l'opinion publique dans la poche. Si eux, ils assuraient vraiment le service public minimum, et là, ils seraient crédibles pour pouvoir dire on veut vraiment défendre le service public. Vous voulez que les syndicats prennent le pouvoir à la SNCF ? Non. Non, mais parce qu'en fait, on doit dire ça. La question s'est posée. Alors, la question s'est posée parce que souvent, à chaque grève, ça pose, et chaque fois, nous, journalistes, on va chercher à comprendre pourquoi ça ne se fait pas. Et en fait, c'est totalement interdit. C'est-à-dire qu'en fait, le service minimum le service minimum organisé par les travailleurs eux-mêmes, c'est totalement interdit. Seule la direction de la SNCF peut ordonner d'abord, soit c'est le gouvernement qui ferait une réquisition, ça c'est une question, c'est la puissance publique, mais le fonctionnement des trains sur les rails, seule la direction de la SNCF a le droit de faire rouler des trains. Les syndicats n'ont aucune légitimité, aucun droit et seraient condamnables, se mettraient dans une situation juridique extrêmement difficile s'ils disaient on prend le pouvoir et on fait rouler les trains nous-mêmes. Ça pourrait être la première étape de la négociation. Mais là, on serait en 68. Alors, pour le coup, vous cherchez à faire mai 68 sur le rail. Aux dernières nouvelles, le président Macron ne s'est pas encore envolé pour Baden-Baden. On a sondé les Français avec nos amis de Doxa pour Dentsu Consulting et Le Figaro. Alors, je fais la première question et ensuite c'est Benjamin Grange qui va faire l'analyse des points importants. Juste pour fixer le décor, une majorité de Français considèrent encore, en tout cas considéraient encore hier, parce que le sondage date d'hier, que ce mouvement n'est pas justifié. 57% considèrent que le mouvement n'est pas justifié, mais pour autant, Benjamin, ils sont très divisés sur l'attitude que devrait adopter le gouvernement par rapport au conflit. Oui. Sur le fond, il n'y a pas de retournement de l'opinion. C'est-à-dire qu'ils sont toujours une très, très forte majorité à estimer que la grève reconductible à la SNCF est un mouvement qui n'est pas justifié. Et d'ailleurs, quand on avait posé la question le 23 mars dernier, ils étaient 58%, donc on est exactement dans les mêmes résultats. En même temps, quand on regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui souvent sont une caisse de résonance de ce qui va se passer après, plus qualitative, on s'aperçoit que la grogne monte. C'est-à-dire, en d'autres termes, alors après, qui parle ? Évidemment, ceux qui ont le plus intérêt à parler, c'est-à-dire les syndicats. Et c'est là qu'on voit que la bataille, finalement, et cette négociation, et la bataille de l'opinion publique, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. Parce que la lutte, elle se fait aujourd'hui avec les cheminots qui se sont organisés et qui inondent les réseaux sociaux de messages en leur faveur. Alors évidemment, après, ils sont rejoints par des gens qui sont contre le gouvernement, la défense du service public. Enfin, il y a un mélange de genres qui fait qu'il y a énormément de conversations qui sont pour, finalement, les cheminots sur les réseaux sociaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on décode de tout ça ? Il faut aller un petit peu plus loin et notamment regarder l'attitude des Français. Aujourd'hui, il se trouve que cette grève, elle pénalise déjà presque un Français sur 3. En Ile-de-France, ils sont même 1 sur 2 à dire, et parmi ceux-là, il y a aussi des jeunes, à dire cette grève, elle nous pénalise. Et donc, face à ça, il y a un mouvement qui est un message clair pour le gouvernement, c'est négocier. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, est-ce que le gouvernement devrait, qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'il devrait avoir comme attitude ? Eh bien, ils disent oui, il y en a 51% qui souhaitent que le gouvernement fasse des concessions. Alors 51%, c'est une très courte majorité, mais c'est dire, voilà, négocier sur le sujet. Et en fait, en filigrane de ça, il y a cette grande crainte de revivre finalement la grande
les grandes grèves de 95, 60% aujourd'hui des Français pensent que ce mouvement pourrait conduire à un blocage généralisé, d'où cette attitude de très grand soutien au gouvernement, indéfectible jusqu'à présent, mais en même temps, le fait de dire négocier pour qu'on sorte de cette situation. Alors, ce qui est intéressant, Hervé Nathan, c'est que quand on regarde l'attitude des Français sur cette question, est-ce qu'il faut négocier ou est-ce qu'il faut céder, pour faire court, pas céder sur toute la réforme, mais une partie, il y a un clivage droite-gauche qui est clair, ça c'est pas une surprise. 71% des sympathisants de droite considèrent que le gouvernement doit tenir bon, mais à La République En Marche, si je puis dire, ils sont encore plus à droite, ou en tout cas encore plus réformateurs que la droite, ils sont 78% à penser que le gouvernement doit tenir bon, alors qu'à gauche, c'est exactement la proportion inverse. Ça vous surprend pas, j'imagine? Est-ce que ça veut dire qu'en matière économique, Macron est de droite, pour faire court? Il est libéral, il n'est pas de droite. Alors là, le spécialiste... je veux bien faire. Disons qu'il est libéral avec une tendance de droite, on va dire. Oui. En fait, ça m'a surpris. C'est-à-dire ça m'a surpris que, aussi, sur une question, qu'on voit réapparaître le clivage droite-gauche de façon aussi nette, alors que quand même, depuis 18 mois, nous vivons sur l'idée que le président de la République a bousculé, a renvoyé ce clivage aux oubliettes et qu'un nouveau paysage politique est apparu. En fait, quand on regarde les soubassements et quand on regarde la politique réelle, parce que finalement cette réforme de la SNCF, c'est la politique réelle, c'est la politique publique telle que sur le programme, etc., sur les idées, on a déjà discuté de ça la semaine dernière, et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ben non, finalement, il y a une France de gauche, une France de droite. Alors, elles sont inégales, j'imagine, puisque je pense que la droite, si on inclut LRM, ça doit être quand même majoritaire dans le pays, enfin en termes d'opinion, on ne se fait pas d'illusions, mais il y a la droite et la gauche, ça existe encore dès qu'on gratte. Voilà, et qu'il y a peut-être une illusion qui est en train de se dissiper. Je rappelle qu'on a déjà eu, je vais aller rapide, nous avons déjà eu deux épisodes où on pensait qu'on allait dépasser le clivage de gauche-droite. C'était en 58 avec le général de Gaulle. Ça s'est fracassé en 68, pour ce qui est parce que le général de Gaulle, c'est pareil. Il a dit, je vais faire des choses qui dépassent, pour l'avenir du pays, et je vais dépasser le capitalisme. C'était pas dépasser l'opposition entre le capital et le travail, etc., le communisme. Mais ça s'est fracassé parce qu'à force de faire des politiques antipopulaires, ça finit par faire apparaître le clivage gauche-droite. Et le deuxième, c'était Valéry Giscard d'Estaing, démocratie française, 2 Français sur 3, ça s'est fracassé aussi. Encore un mot sur ce sondage, parce qu'il est intéressant. Guillaume Bernat, au Front National, c'est exactement 50-50, ce qui montre bien qu'en fait, la droite, c'est compliqué, ou il y en a plusieurs. Alors, je crois qu'il y a une droite, mais qu'en revanche, il y a, je dirais, un éparpillement de la droite entre les différents partis politiques. Et qu'effectivement, il y a des électorats composites pour chacun des partis politiques. Ça vous surprend qu'au Front National, on soit très divisé chez les sympathisants sur cette grève? Non, ça me surprend moins que pour les chiffres qui ont été donnés pour LREM, parce qu'en l'occurrence, on sait bien que l'électorat du Front National est traditionnellement un électorat droitiste, un ancien électorat RPR, et un électorat populaire qui, lui, peut venir effectivement aussi de la gauche. Et donc, par conséquent, il y a des soubassements sociologiques qui expliquent ce partage et cette fracture. Un dernier mot sur ce sujet, Lucille Schmid. Oui, je pensais juste par rapport à LREM. Il faut voir que cette question d'être réformiste, par exemple, qui a été beaucoup avancée par Macron, et qui, au fond, va plutôt dans la réforme de droite, elle peut expliquer aussi pourquoi les sympathisants, ils s'imaginent qu'ils sont dans le mouvement. Ce n'est pas droite et gauche, il y a ce sujet de la réforme qui est sous-jacent. Et au fond, la question qu'il faut qu'on regarde, puisque le gouvernement dit qu'il veut réformer et qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout, comme vous disiez, pour montrer qu'il a le pouvoir, la question, c'est le contenu de la réforme. Et au fond, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez, c'est la question des services publics versus la question du mouvement. Elle surgit et il faut réformer sans doute le service public, mais comment est-ce que cette question de la réforme, quelque part, a perdu son contenu, a perdu son sens et sa vision avec Macron, qui n'arrête pas d'enquiller les réformes, les unes après les autres? Le mouvement ne doit pas prendre la place du contenu. Ça me semble un truc essentiel. Puis un dernier point, je pense qu'il faut, par rapport à 95, qui est souvent invoqué, il faut quand même voir que les syndicats, là pour le coup, et notamment la CGT sur le a été extraordinairement créative. C'est-à-dire qu'elle a répondu aux ordonnances en faisant la grève perlée, et que le gouvernement pensait, notamment Édouard Philippe pensait qu'il allait, au fond, coincer les syndicats.
et que là, ils se retrouvent dans une situation où il y a une négociation qui n'est pas autour de la table, mais où quelque part, chacun est sorti des cadres habituels de son rôle. Je trouve ça très intéressant. Les syndicats ont été créatifs aussi. Alors, c'est vraiment un bonheur de lire vos réactions, d'abord de vous écouter, Charles Sixschmidt, et ensuite d'écouter les réactions des internautes, ou plus exactement de les lire, parce qu'il y a vraiment tous les points de vue possibles, mais tu sais, quand même vraiment argumenté. C'est Richard qui nous dit que le gouvernement doit négocier avec les syndicats réformistes, mais pas avec la CGT qui n'a pas la culture de la négociation. Alors Gilles nous dit, vive les trains européens, nouvelle ligne européenne est donc moins chère, donc lui il est carrément pour l'ouverture à la concurrence, vive la réforme. François dit, nous les retraités, nous soutenons les cheminots de toutes nos forces. Nous avons été humiliés par ce président méprisant. FC est contre la grève qui ne se justifie aucunement, car cette réforme n'est rien d'autre qu'une parodie de réforme. Alors effectivement, ça n'arrange pas la situation. Xavier nous dit, la réforme que le président Macron veut instaurer, elle a été faite en Angleterre. Au final, regardez, une envolée des prix de plus du triple. Et Nico est assez d'accord et dit, mais pourquoi ne pas renégocier avec Bruxelles cette ouverture à la concurrence forcée? Claude est exactement d'un avis inverse. Macron est trop gentil avec les cheminots. Il faut durcir le ton et être implacable vis-à-vis des syndicats. DPA qui nous dit, la grève me pénalise car je double mon temps de trajet. Mais je soutiens ce mouvement de grève à 100%, tandis que Lucas nous dit, et c'est sur la dernière intervention, le gouvernement négocie, mais comment négocier quand, en face, les syndicalistes ne veulent qu'une seule chose, le retrait pur et simple du projet? Eh bien, continuez à débattre, c'est sur hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, vous en avez et on est ravis de les écouter. Peut-être le sujet suivant vous inspirera-t-il aussi. C'est un autre sondage qui nous en a donné l'idée, publié ce matin dans le Figaro, c'est un baromètre réalisé par Odoxa, sur le sentiment des Français en matière de sécurité. Alors, d'abord, les Français ont-ils confiance ou non dans le gouvernement pour assurer leur sécurité? Eh bien, ils étaient 49%, donc quasiment la moitié à la mi-mars, et à la fin du mois de mars, ce chiffre est tombé à 41%. Évidemment, il y a l'impact des attentats, mais est-ce que c'est une perte de confiance forte par rapport au gouvernement, Hervé Nathan, ou est-ce que c'est l'idée que de toute façon on ne peut pas faire grand-chose? C'est une question un peu difficile. La réponse n'est pas évidente. Il y a évidemment l'usure. D'une certaine manière, pour reconnaître, apparemment, le baromètre qui s'est affiché, d'une certaine manière, c'est le résultat de la guerre d'usure que le pays subit. D'attentat en attentat. On voit bien, on passe de 41 à 41, d'une certaine manière. Voilà. Et d'une certaine manière, ce résultat, c'est ce que cherchent les islamistes. Au fond, c'est leur but. Voilà. Le but, c'est de démoraliser de plus en plus la population, etc., etc. Ça fait partie, c'est un des résultats de la guerre. Donc il faut aussi le prendre comme ça et on ne peut pas le négliger. Après, moi, ça fait depuis le début, depuis janvier 2015, que je trouve que la population française est extraordinairement résiliente. Je veux dire, finalement, il y a eu assez peu de tensions ethniques, religieuses dans le pays. On n'a pas vu de déchaînement raciste, etc. Même s'il y a eu des choses, c'est pas. Mais compte tenu de la violence des chocs, il y a quand même, d'une certaine manière, il y a une résilience incroyable de la population. Voilà, je compte dessus. Après, pour le gouvernement, c'est difficile à interpréter. Évidemment, pour le moment, il est sur une position, là, pour le coup, de fermeté, de ne pas bouger. Il n'a pas l'intention de négocier. C'est une mauvaise plaisanterie. Mais il n'a pas l'intention de bouger. Il ne veut pas changer les textes qu'il a fait adopter il y a quelques mois seulement. Et c'est pour lui, effectivement, un problème où ça peut s'user. D'autant qu'en plus, on a un ministre de l'Intérieur qui a un peu de mal à s'imposer comme l'image d'un ministre qui tient les troupes, qui est capable de réagir, de s'imposer, d'avoir le dynamisme que pourraient souhaiter les Français. Vous disiez, le gouvernement ne veut pas bouger, et effectivement, peut-être est-il intéressant à ce stade de se remettre en mémoire ce que disait le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale lors de l'hommage national aux victimes de l'attentat de Carcassonne et de Trèbes. Ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Certains affirment qu'il faudrait rétablir l'état d'urgence. Avec le président de la République, nous avons assumé d'y mettre fin au moment même où nous renforcions le droit commun avec la loi dite SILT.
Parce que nous sommes confrontés, nous le savons, parce que nous sommes confrontés à une menace terroriste qui va durer de longues années, c'est avec des armes de droit commun qu'il nous faut la combattre. Guillaume Bernard, le Premier ministre a raison de prêcher la patience plus que de nouvelles mesures qui seraient peu efficaces. Alors, pour le coup, sur le principe général, je suis plutôt d'accord, mais après, il faut gratter. Hein. Je pense qu'évidemment, la question du terrorisme ne peut pas être détachée d'autres sujets plus larges, qui sont notamment la question de l'islamisme, et qu'évidemment, quelques mesures, on en a parlé ici déjà, il y a dans d'autres émissions, comme par exemple l'expulsion des fichiers S, etc., ce ne sont que des mesures à brève échéance, et ce ne sont que des mesures, je dirais, qui peuvent colmater les brèches, mais pas véritablement résoudre le problème de fond. Le problème de fond, c'est le fait que l'assimilation a été ratée. C'est le fait qu'il y a toute une partie de la population qui ne se sent pas chez elle, qui n'adhère pas à la société. C'est le fait qu'il y a des personnes violentes qui utilisent l'islamisme comme moyen de manifestation de leur violence. Ou à l'inverse, des personnes qui, musulmanes, glissent vers l'islamisme parce que ça leur apparaît comme étant le meilleur moyen je dirais, d'être véritablement musulman. Donc, le fond du problème, c'est que pour résoudre la question, je dirais, du terrorisme, eh bien oui, effectivement, il faut refaire le tissu social, refaire le lien social, réussir, si possible, l'assimilation, arrêter de faire du masochisme vis-à-vis de son propre pays et donc mettre en valeur, je dirais, l'identité auquel des personnes d'origine étrangère pourraient adhérer. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Ce que je constate aussi tout de même, c'est qu'il y a une distorsion absolue entre tout de même certaines mesures que le gouvernement préconise alors qu'il essaie de faire preuve de fermeté, et de l'autre côté, ce que souhaitent les Français. Quand d'un côté, le gouvernement veut accueillir les personnes qui sont de nationalité française, le retour de personnes de nationalité française qui sont allées combattre avec Daesh, et de l'autre côté que les Français veulent l'expulsion des fichiers S, on est là dans une distorsion absolue. Et je vous rappelle, et je terminerai là-dessus, que je dirais l'exaspération des Français vis-à-vis de cette distorsion, je dirais, identitaire, elle en est arrivée à ce que, dans les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, une majorité de Français ne sont pas simplement hostiles à une augmentation de l'immigration, ils sont maintenant favorables à ce qu'il y ait un reflux de l'immigration, à ce qu'il y ait une réimmigration, et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et c'est un tournant, me semble-t-il. Et comme en écho à ce que vous dites, Patriote nous dit non, on n'enferme pas assez les fichiers S et on relâche trop rapidement les emprisonnés. Benjamin Grange. Alors c'est vrai que les internautes parlent beaucoup de ces sujets. Alors d'abord, ils en parlent sous l'angle des solutions, c'est-à-dire qu'on a dépassé depuis très longtemps les constats. C'est presque, dans les 7 derniers jours, 38 000 mentions, quel que soit l'endroit où les discussions s'opèrent. Alors il faut savoir que 38 000 mentions, c'est 75% de moins que la semaine qui précédait. Et donc on est vraiment là dans une situation où on a passé la période d'émotion pour arriver finalement à des échanges qui sont, je ne vais pas dire sereins, mais en tout cas un petit peu plus dépassionnés, liés aux événements tragiques qu'on a évoqués. Alors qu'est-ce qui se dit ? On retrouve très classiquement le clivage entre ceux qui sont pour la surveillance et la répression et ceux qui sont pour la pédagogie et l'écoute. Et vraiment, ces deux populations, elles s'affrontent à coups d'arguments plus ou moins rationnels. Elles sont aussi nombreuses toutes les deux sur les réseaux sociaux. Oui, il y en a une grosso qui l'emporte modo. sur l'autre. Oui, grosso modo. Puis c'est assez intermêlé et on n'arrive pas vraiment à les quantifier ou les différencier. Alors, donc ça, c'est un peu. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'opinion publique, en tout cas sur les réseaux sociaux, qualitativement s'exprime sans véritablement qu'on puisse dégager d'idées dominantes ou de segments de population qui emporteraient finalement l'adhésion. Alors après, sur le fond, je voulais revenir sur un point, c'est-à-dire que la semaine dernière, on avait dit que dans le sondage qu'on avait fait, qu'une majorité des Français étaient favorables à des nouvelles mesures d'exception. Et donc tout ça, et cette politique évidemment vis-à-vis du terrorisme, elle pose la question de la communication qu'on en a. Parce qu'on est en face de Français qui ont envie d'avoir des choses concrètes. Chaque fois qu'on parle de terrorisme, c'est majoritairement pour évoquer des symboles qui sont plutôt négatifs, c'est-à-dire que c'est plutôt des drames. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un héros national, je dis la chance entre guillemets, qui était une figure finalement qui a montré quelque chose de positif après un événement tragique. Et donc tout ça, ça pose la question de la manière dont on arrive finalement à montrer que le gouvernement agit
même s'il agit dans l'ombre, avec des symboles, avec des faits, alors que finalement, ça peut donner l'impression qu'au-delà des lois, il ne se passe pas grand-chose. Et donc il y a un vrai sujet de communication qui est, à mon avis, un peu sous-estimé dans la perception que ça peut donner au niveau de l'opinion. Et du coup, il y a une inquiétude diffuse, mais majoritaire. Regardez, c'est un autre enseignement du baromètre Odoxa pour Fiducial qu'on révélait ce matin dans le Figaro. On a posé la question aux Français, vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité? Et 61% des Français, donc une majorité assez forte, répondaient oui, souvent ou tout le temps, contre 39% qui disaient rarement ou jamais. Ça vous surprend un chiffre comme celui-là, Lucille Schmitt, cette inquiétude qui est réelle dans la population? Non, ça ne me surprend pas du tout parce que je crois que chacun d'entre nous peut aussi se dire qu'il est inquiet quand il prend les transports. En fait, avec cet attentat, on s'est aperçu que les choses d'abord ne se passaient pas forcément toujours dans les grandes villes, ensuite qu'elles se passaient dans des lieux qui sont fréquentés par tout un chacun. Et donc la question de l'inquiétude, elle existe, l'insécurité. Après, il y a, comme l'a dit Hervé Nathan, il y a accepter de vivre avec l'inquiétude, en fait. Et c'est quelque chose qui maintenant est dit, c'est pas propre à la période d'Emmanuel Macron, c'était déjà dit, je rappelle que Manuel Valls l'avait dit assez fortement, et d'ailleurs à Londres, il avait dit, on en a pour une génération à combattre le terrorisme. Je ne sais pas s'il avait raison de dire une génération, mais en tout cas, s'habituer à l'idée de vivre en insécurité, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de la vie de la société française. La deuxième chose que je voulais dire, et je trouve ça très intéressant de rebondir sur la question de la communication et ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Parce que le terrorisme, ça relève en fait aussi du secret d'État, ça relève d'actions qui sont menées dans l'ombre, et ça relève en fait d'une espèce de pari sur le passage à l'acte ou pas, parce qu'on dit beaucoup ces fichiers S, il faudrait les mettre en centre de rétention ou les expulser, sauf que les fichiers S sont très nombreux et que la question de passage à l'acte est évidemment un truc essentiel parce qu'on est en état de droit et en démocratie et donc on ne peut pas enfermer quelqu'un sur la suspicion et c'est Dieu merci. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise Dieu merci ou République merci, mais en tout cas il y a quelque chose autour de l'idée que tous les fichiers S ne sont pas égaux devant le passage à l'acte et la difficulté qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un passage à l'acte, on s'aperçoit qu'ils étaient fichés. Mais au fond, il reste à Gérard Collomb à nous convaincre qu'il met en place une politique de lutte et de prévention du terrorisme efficace, ce qui implique à la fois des instruments extrêmement modernes de lutte contre la cybercriminalité, parce qu'au fond, Daesh, c'est dans le monde entier, c'est mondialisé, il faut travailler avec les Européens, et en même temps de la police de proximité. Et ça, les Français, au fond, le savent intuitivement. Et quand on fait un sondage, on pose des grandes questions noir et blanc, mais ils savent que ce n'est pas noir et blanc le terrorisme. Donc moi, je ne veux pas relativiser les résultats du sondage, mais je pense qu'ils savent que lutter contre le terrorisme est infiniment plus compliqué que de répondre à un sondage. Mais c'est vrai que Benjamin, quand je le rappelais, il y avait ce sondage la semaine dernière qui disait plus de 80% des Français veulent qu'on expulse les fichiers S, qu'on les interne préventivement. Et vous voyez, ça continue là sur nos internautes patriotes qui nous disent on n'enferme pas assez les fichiers S, on relâche trop rapidement les emprisonnés. Claude nous dit Macron est trop gentil avec les radicalisés fichiers S. Si les deux radicalisés avaient été placés en centre fichier S, le colonel Beltrame serait encore en vie. Et puis une réflexion de Macabronito, le problème est la séparation de l'Église et de l'État. On ne peut demander à un islam de France lorsque l'État est censé ne pas s'en mêler. C'est vrai que c'est encore un autre sujet qui est celui de l'émergence possible ou non d'un islam de France qui évidemment n'est pas lié directement à la sécurité et au terrorisme. Un autre sujet encore qu'on va parler d'immigration, donc c'est un peu connexe, même s'il ne faut pas tous les confondre. Vous vous souvenez que Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle, avait dit qu'il voulait construire un mur hermétique entre le Mexique et les États-Unis. Ce mur n'est toujours pas construit, ça a l'air assez compliqué, assez long, assez cher. Mais pourtant, Donald Trump ne lâche pas le morceau sur ce sujet de l'immigration. Il a annoncé vouloir déployer l'armée, la garde nationale pour être précis, à la frontière mexicaine. Voilà comment il justifiait cette semaine à la Maison-Blanche cette nouvelle initiative. We have very bad laws for our border, and we are going to be doing some things. I've been speaking with General Mattis. We're going to be doing things militarily. Until we can have a wall and proper security, we're going to be guarding our border with the military. Le Hervé Nathan, au moins il a de la suite dans les idées, Donald Trump.
Oui, il a la suite dans les idées et très peu de réussite, parce que normalement, il avait promis que le mur serait quasiment... Normalement, si on se souvient de ses promesses de campagne, le mur devrait être construit, là. Évidemment, et je crois qu'il n'y a pas 3 cm² de murs qui ont été bâtis. De toute façon, d'abord, il y avait déjà des murs. Il y avait déjà des barbelés, des murs de toutes sortes, jusque dans la mer, du côté dans le sud de la Californie. Donc, il s'agissait de le continuer, puis apparemment, il n'a pas l'argent, il n'a pas réussi à avoir le vote de congrès, etc. Donc, c'est d'abord l'aveu d'un échec. J'envoie l'armée, parce que ça, je peux le faire, je suis le chef, je suis le commandant en chef des armées, je peux mobiliser la garde nationale, parce qu'en fait, j'ai été incapable de convaincre mes amis au congrès de voter les crédits. Il faut quand même remettre ça dans le contexte. La deuxième chose, il dit, écoutez, si vous connaissez un peu la frontière et sa géographie aux endroits où il n'y a pas de mur, je souhaite bien du courage aux membres de la garde nationale américaine. On va avoir chaud l'été, froid l'hiver. Et voilà, et puis d'une certaine manière, il va y avoir beaucoup de monde. Il pense qu'il c'est de la poudre aux yeux, sauf à penser qu'il s'est convaincu. On revient à Sparte. Je rappelle que Sparte, c'était la cité grecque qui n'avait pas de muraille. Pourquoi ? Parce qu'à Sparte, on disait les murs de Sparte n'a pas de murs, parce que les murs de Sparte, ce sont les poitrines de ses soldats. Et que personne n'aurait envahi le territoire de Sparte, tellement les Spartiates se faisaient peur. Bon, peut-être qu'ils pensent que la garde nationale va faire peur aux immigrants. Lucille Schmid, alors à l'appui de sa politique, Donald Trump dit cette immigration nous apporte du désordre, de l'insécurité, du trafic de drogue. Et c'est un discours qui est audible auprès d'une partie de l'opinion américaine en tout cas. Oui, bien sûr, c'est un discours qui a été audible auprès de son électorat, qu'il avait tenu, et puis il met la pression sur le Mexique, mais aussi le Canada, à travers la renégociation de l'accord qu'ils ont depuis 1994. Donc on voit qu'il fait du Mexique, d'ailleurs, sa bête noire, pour des raisons effectivement électorales, de politique intérieure, puisqu'il a les midterm elections qui vont arriver, et qu'il n'est pas en très bonne position sur le plan économique, sur le plan même, j'allais dire, comme figure symbolique. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et j'espère que le président du Mexique va réagir avec force, il a commencé à réagir par rapport à ça, parce que cette façon dont le Mexique est en permanence la bête noire de Trump pose aussi un problème de fierté nationale au Mexique, dont je rappelle que c'est un très grand pays, et que là-dessus, l'atonie du président mexicain pourrait bien lui coûter la présidentielle en juillet. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer où il y aurait, peut-être un peu comme ça a été le cas avec la Corée du Nord, un peu enfin quelque chose qui montrait en termes de dialogue, parce que pour l'instant, Trump est tout seul à dire du mal du Mexique, et je trouve que le président du Mexique ne réagit pas suffisamment. Je rappelle qu'il y a une communauté mexicaine ou d'origine mexicaine très importante aux États-Unis, qui paye leurs impôts, qui travaille, qui renvoie de l'argent au Mexique, beaucoup d'argent. Et donc, qu'on appelle les latinos. Voilà, on a aujourd'hui toute une question de est-ce que ça va continuer à se passer comme ça avec Trump qui monologue, fait des tweets contre les Mexicains et le Mexique, et qui dit du mal de ce pays, ou est-ce que quelque chose va se nouer aussi en termes de, écoutez, je ne sais pas, peut-être que les Mexicains pourraient renvoyer les diplomates américains. Enfin, il y a quelque chose qui pourrait se passer en termes de réaction, ce serait intéressant. Puis la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'évidemment, ce mur ne servira à rien, coûterait 25 milliards de dollars, et que le fait que le Congrès dise non à Trump, alors qu'il y est majoritaire, est quand même un indice du fait que là aussi, il se décrédibilise. Il devrait faire attention, parce que la question de la crédibilité, ça joue, y compris vis-à-vis d'une partie de son électorat républicain. Alors, nos internautes sont là aussi très, très partagés. D'un côté, il y a Patriote qui nous dit oui, il a entièrement raison de construire ce mur et d'envoyer l'armée à la frontière. De même que le droitiste, peut-être que ça ne vous surprendra pas, nous dit c'est une bonne nouvelle. Non, en fait, le droitiste nous dit c'est une bonne nouvelle pour les mafias. Elles feront payer encore plus cher le passage vers les États-Unis. On sent un peu d'ironie. De l'ironie, on en sent encore chez Dave qui nous dit va-t-il embaucher des Mexicains pour faire son mur ? Et encore plus chez Julien qui dit construisons des lignes Maginot un peu partout. Ça fonctionne plutôt bien, point d'exclamation. Et on imagine qu'évidemment, c'est parlé par antiphrase. On a demandé leur avis aux internautes qui suivent cette émission. On leur a demandé leur point de vue. Est-ce qu'on l'a ? Oui, le voilà qui arrive. Pensez-vous que Donald Trump a raison de vouloir construire un mur ? 70% parmi vous considérez que non. Est-ce aussi votre opinion, Guillaume Bernard ? Bon, déjà, c'était une promesse électorale, donc un homme politique qui essaye de tenir sa promesse électorale, c'est peut-être pas si mal que ça, tout de même. On peut peut-être le noter. Bon, en plus, c'est un mur pour protéger, c'est pas un mur pour empêcher de sortir. C'est-à-dire que c'est pas le mur de Berlin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump est en train de construire le mur de la honte. C'est-à-dire le mur de la honte, c'était quand même pour empêcher les dissidents qui ne voulaient pas vivre dans le régime soviétique de passer à l'ouest. Là, c'est quand même pour protéger les populations les plus pauvres des États-Unis.
États-Unis. Je crois que c'est révélateur hein, d'une coupure aux États-Unis, comme partout ailleurs dans les pays occidentaux. Il y a ici, on le sait bien, ce qu'on appelle la France périphérique. Aux États-Unis, il y a les États-Unis du centre, et puis il y a les côtes. Et on sait bien que la population du centre des États-Unis, elle, est plutôt favorable à la politique protectionniste, dont le mur n'est qu'un élément, qu'un exemple, mais à la politique protectionniste de Trump. Tandis que les côtes, évidemment, côte Est et côte Ouest, eh bien, sont, elles, favorables, effectivement, je dirais, au multiculturalisme, à une politique d'immigration, alors qu'au centre, évidemment, ces populations d'origine mexicaine font une pression à la baisse sur les salaires pour les ouvriers agricoles et les ouvriers industriels américains. Et donc, par conséquent, voilà, je crois que là, on a le signe, je dirais, qu'il y a une distorsion, une nouvelle distorsion, je dirais, entre l'électorat qui a porté Trump à la présidence des États-Unis, et puis encore toute une partie de la classe politique, y compris d'ailleurs dans le camp républicain, qui lui refuse les moyens de faire cette construction. Benjamin Grange. Est-ce que les réseaux sociaux existeraient sans Trump ? Je dis cette boutade parce que c'est presque 11 millions de messages qui ont été échangés dans les 7 derniers jours, évidemment majoritairement dans le monde anglo-saxon, puisque 83% c'est aux États-Unis, puis ensuite c'est au Canada, et c'est en Angleterre. Après, la France, ce n'est que 0,6% des messages sur Trump. C'est pour vous dire comme déjà, soit le sujet ne passionne plus, soit on s'est habitué finalement aux frasques du président Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conversations globalement sont majoritairement négatives. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a autant de conversations, de sentiments négatifs à son égard. C'est presque 46%, ce qui est quand même assez rare. Et d'ailleurs, l'événement récent du mur et ses déclarations ne change rien. Elles sont noyées dans un ensemble de choses liées à la Chine, liées à sa sortie vis-à-vis du patron d'Amazon. Et finalement, quand on regarde ce qui est dit spécifiquement sur ce sujet, c'est seulement 10 270 mentions, c'est-à-dire finalement assez peu. Ce qui domine les conversations sur Trump, c'est deux hashtags qui sont très intéressants. Le premier, c'est le hashtag MAGA, Make America Great Again, d'accord, donc classique. Son slogan de campagne. Voilà, son slogan de campagne. Et le deuxième qui monte, c'est un hashtag qui s'appelle Impeach Trump. Et donc, on commence à voir se dessiner, alors ça se matérialise sur les réseaux sociaux, finalement, plusieurs segments qui commencent, argument par argument, à s'opposer les uns contre les autres. On va parler d'un autre Américain qui aurait bien aimé peut-être devenir président des États-Unis, mais ça va peut-être devenir compliqué. C'est Mark Zuckerberg, le patron et le fondateur de Facebook. Vous avez forcément entendu parler de cet énorme scandale Cambridge Analytica, c'est-à-dire que des millions de comptes Facebook ont été piratés, 87 millions pour être précis, au dernier pointage fait par Mark Zuckerberg lui-même. Donc Facebook n'est pas sûr, Facebook vous surveille, Facebook vend vos données. Le patron, il n'est pas très à l'aise vis-à-vis de tout ça. Écoutez, Mark Zuckerberg, dans 2 exercices de contrition successifs, les Américains adorent ça. Premier épisode, c'était le mois dernier sur CNN. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. Alors, ça n'a pas suffi parce qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis de Facebook, en particulier sur les réseaux sociaux. Et donc, cette semaine, Mark Zuckerberg a remis ça. C'était dans une conférence de presse téléphonique. En voici un court extrait. Now, we have to go through every part of our relationship with people and make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. It's not enough to just connect people. We have to make sure that those connections are positive and that they're bringing people closer together. It's not enough to just give people a voice. We have to make sure that people are not using that voice to hurt people or to spread disinformation. And it's not enough to give people tools to sign into apps. We have to ensure that all those developers protect people's information too. Lucille Schmid, le temps est venu de fermer nos pages Facebook ?
Je ne sais pas s'il faut être aussi radical. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une déception parce qu'on imaginait que Facebook était un outil démocratique, d'échange d'informations. C'était cool. Et je ne sais pas si c'était cool. En fait, je suis sans doute moins bien placée que d'autres pour parler de Facebook, mais en tout cas, on imaginait que c'était un outil démocratique et d'échange d'informations, et on s'aperçoit que c'est un outil d'opacité et de manipulation. Donc il y a un sujet quasiment philosophique autour de ça. Et donc à partir de là, je crois qu'il faut en tout cas mieux utiliser sa page Facebook pour peut-être donner des éléments institutionnels, parce qu'il y a des institutions qui donnent des éléments sur ce qu'elles font, etc. Ensuite, la question de l'intimité et la question de la confidentialité des données, c'est une question qui ne concerne pas seulement Facebook, parce qu'on voit Mark Zuckerberg, là on le regarde et on se dit, mais apparemment il découvre ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est assez bouleversant, si je puis dire, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu irresponsable, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout anticipé ce qui allait se passer, ce qui montre que Facebook dépasse Facebook, qu'on est dans un sujet sur lequel la régulation par les acteurs publics, par les États, par ceux qui relèvent de l'intérêt général est posée. Moi, je voulais juste dire un truc sur Cambridge Analytica, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on régule les campagnes électorales avec des outils complètement obsolètes par rapport à l'existence des réseaux sociaux. D'ailleurs, même sur les comptes, ça se voit, parce qu'à chaque fois, on nous explique que le compte est bon, et puis, en fait, on s'aperçoit que non, les choses n'étaient pas exactes sur le plan financier, mais ça existe aussi sur l'information, sur les tracts, etc. Donc, ça pose des problèmes de régulation qui concernent la puissance publique, qui concernent un ensemble d'acteurs qui ne sont pas seulement Mark Zuckerberg. Et il peut faire sa contrition, mais le sujet, c'est que nous, en tant que société, acteurs, nous devons mettre en place des régulations. C'est un sujet démocratique. Sinon, c'est simple, on sera manipulé, on ne saura pas jamais si le Brexit aurait existé, si Poutine n'était pas intervenu, on ne saura jamais ce qui se serait passé par rapport à Trump. Et ça commence à poser des questions démocratiques parce que du coup, certains disent mais il faut moins de démocratie parce que la démocratie est manipulée. Il ne faut pas inverser les choses. Il faut que les démocraties se ressaisissent. Voilà, parce qu'on rappellera que toutes ces données qui ont été pillées dans le cadre de cette affaire Cambridge Analytica ont été utilisées pour la campagne électorale américaine. On va écouter votre point de vue là-dessus, Hervé Nathan, et ce sera l'occasion de revoir la couverture de la semaine de votre magazine qui est un peu sur ce sujet, un peu beaucoup même. Voilà, alors on a tiqué. Big Brother est déjà chez vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu, à travers l'affaire Facebook et Cambridge Analytica, mais après à travers bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que Facebook, il y a Google, il y a IBM, parce que IBM est un géant de l'intelligence artificielle qui utilise les données massives pour produire des instruments qui vont aller chercher des données supplémentaires pour ensuite aller faire de la publicité, envoyer des messages, etc. Mais ce qui est intéressant à l'affaire Facebook, c'est que le grand public prend conscience qu'effectivement, on n'est pas dans une économie cool, on est dans une économie qui utilise les données comme une matière première. Et ce qu'on a utilisé, nous, comme métaphore, c'est que les données personnelles des gens, et le fait qu'elles soient massives, c'est comme le pétrole au XXe siècle, qui fait marcher des moteurs, l'équivalent des moteurs à explosion du XXe siècle, qui s'appellent des algorithmes. Voilà, donc vous avez une masse de données, c'est comme le pétrole, et le moteur à explosion qui fait marcher grâce à l'essence, ça fonctionne. Et donc, il y a une bataille gigantesque pour avoir le plus grand accès aux données. Et il n'y a pas d'économie de ces grands groupes sans cet accès aux données massives et à vos données personnelles. J'ajoute, pour ne pas être trop long, j'ajoute que nous sommes en train de passer grosso modo, d'abord le grand public s'est habitué. C'est-à-dire le fait de confier ces données de façon massive, ça a été pendant des années, ça a été un geste quasi naturel. Je dis qui je suis, quel âge j'ai, par exemple. La première question qu'on pose quand vous faites un compte Facebook, c'est quelle est votre date de naissance ? Et bon, moi, j'ai mis ma date de naissance. On peut mettre n'importe quelle date. Vous n'êtes pas obligé de répondre la vérité. Il n'y aura pas de vérification, mais je l'ai mise. Voilà. Et voilà. J'ai déjà donné volontairement ma date de naissance, mon nom. J'ai déjà un bout de l'état civil qui se promène et qui va être utilisé comme ça de maintes et maintes fois. Et on va passer à une étape grâce à Emmanuel Macron. C'est quand même un des aspects importants du dossier qu'on a fait, c'est que la semaine dernière, Emmanuel Macron a pris une décision politique très importante. C'est celle d'ouvrir les données publiques à l'exploitation massive par des algorithmes, et notamment les données de santé, c'est-à-dire celles de Caisse nationale d'assurance maladie, c'est 20 milliards de données sur lesquelles il y a absolument toutes vos données qui sont toutes vos données de santé y sont. Cher Hervé Nathan, c'est un peu éloigné de Facebook, mais c'est quand même intéressant. Non, mais on a bien compris votre raisonnement, qui était tout à fait cohérent, comme toujours. Voilà, parce qu'on n'aura pas beaucoup plus de. Voilà, est-ce qu'on aura confiance dans la protection de nos données de santé quand elles seront sur le marché public, comme on en a dans Facebook? Absolument. C'est une autre question. Celle d'aujourd'hui, c'était pensez-vous qu'il faut fermer son compte Facebook? Allez-vous le faire? On vous l'a demandé. Alors évidemment, c'est pas un sondage. C'est
répond qui veut. C'est plutôt non, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui ont l'intention de le faire. Je vous donne quelques réactions en vrac. Les mécontents de Facebook n'ont qu'à partir ailleurs, nous dit Claude. Patriote nous dit dire que ce type a failli être président, on l'a échappé belle. Et Jacques, il nous dit mais Facebook fait aussi beaucoup de bonnes choses. Par exemple, rechercher des personnes, faire des collectes pour des gens touchés par des drames, etc. Benjamin Grange, qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Ça, pour le coup, c'est un sujet qui passionne, j'imagine, parce qu'on est au cœur du réacteur, là, non? Oui, c'est un sujet qui passionne. Alors d'abord, on a expliqué depuis qu'Internet existe que les services étaient gratuits. En fait, ils ne sont pas gratuits. C'est que les données que vous confiez, c'est ça qui fait que derrière, on les utilise et qu'on arrive à faire fonctionner ces services. Donc, en d'autres termes, si c'est gratuit, le produit, c'est vous. Ouais. Donc ça, on a un peu oublié de le marteler auprès de la population. Et donc là, on le découvre sur ce qui est évidemment un dérapage de Facebook, qui pose la question, finalement, de l'opinion publique et de sa capacité à continuer à faire confiance à Facebook. Et finalement, quand on regarde la communication de Mark Zuckerberg, depuis quel que soit ce qu'il dit, il nous dit ben voilà, on va prendre des mesures, on a pris des mesures, les choses vont changer, mais on n'a pas véritablement d'éléments de preuve. Et le deuxième élément qui est important, c'est que dans tous les gens qui font partie de cet écosystème, vous ne voyez personne qui prend fait et cause pour Facebook. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont des détracteurs. Alors, le plus illustre d'entre eux, c'est Elon Musk, qui lui a dit, dans la lignée de ce hashtag, dans la lignée de ce hashtag Delete Facebook, il a enlevé, lui, toutes ces pages. Enfin bon, est-ce que derrière, il n'y a pas un petit combat entre géants de l'Internet? Probablement que si. Mais en tout cas, il n'y a aucun ambassadeur. Et donc, ça pose finalement la question de savoir si cette crise-là ne va pas pousser finalement les citoyens, et notamment les jeunes qui ne sont pas tout à fait enclins à aller beaucoup sur Facebook, mais sur des produits alternatifs, des réseaux alternatifs, finalement à migrer vers d'autres produits, parce qu'il existe aujourd'hui des solutions de substitution à Facebook, des Instagram, des Snapchat, etc. Et donc aujourd'hui, c'est la vraie question qui se pose. En tout cas, aujourd'hui, Mark Zuckerberg, est-ce qu'il fait ce qu'il faut pour gérer la crise? En termes de perception, je ne crois pas. Et vous vous interrogez pour savoir pourquoi il n'y avait personne qui soutenait Facebook. Peut-être que ce sera Guillaume Bernard, ce sera la dernière question de ce point de vue. Eh bien presque. Pas tout à fait, mais presque. Dans le sens où moi, je suis quand même fasciné par le fait que des personnes mettent des informations privées à la disposition du public. Alors moi, je ne vais pas fermer ma page Facebook parce qu'elle me sert de manière parfaitement nombriliste à annoncer mes publications, mes interventions dans les médias, etc. Mais je ne mets que des choses concernant ma vie publique. Et je suis fasciné par des personnes qui abandonnent, je dirais, effectivement, leur vie privée, je dirais, à effectivement, des moteurs de recherche. Et ça me paraît fascinant. Que Facebook soit coupable d'une certaine manière, oui, mais mine de rien, il a pu exploiter les informations qu'on lui a données gracieusement. Et deuxième élément et dernier élément, ce qui est tout de même ennuyeux, c'est qu'il faudrait quand même que l'on nous explique, et c'est là où du coup je ne défends plus totalement Facebook, c'est qu'on nous explique comment fonctionnent les algorithmes qui permettent effectivement de donner une visibilité plus ou moins grande à certaines informations plutôt qu'à d'autres. Donc là, il y a un côté il y a une information biaisée sur les réseaux sociaux. À la fois, ça permet d'accéder à des informations, mais en même temps, il ne faut pas être dupe. Il y a une manipulation possible. Ce sont des questions vertigineuses. Heureusement qu'on a le week-end pour y penser. Merci à tous les quatre. Hélas, je ne vous donnerai plus la parole, cher Hervé Nathan, car la mission est finie. Mais c'est promis, vous revenez vendredi prochain et vous pourrez dire d'autres choses. Bon, il reprend la parole. De supprimer son compte Facebook. Je n'ai aucune autorité sur ce plateau. J'essaie quand même de la reprendre pour vous saluer. Merci, chers internautes. On se retrouve lundi, même heure, même endroit, pour Point de Vue.